Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. Alors, tout de suite, je vais reprendre la peau de chagrin. Je vais terminer la première partie. Donc, c'est une très courte lecture. Enfin, très courte. Courte. Et il en restera 4 par la suite parce que je scinderai la femme sans cœur en 2 parties et également l'agonie en 2 autres lectures. Voilà. Je commence tout de suite, je vous dis à tout à l'heure et merci beaucoup pour votre écoute. En ce moment, presque tous les convives se roulaient au sein de ces limbes délicieuses où les lumières de l'esprit s'éteignent, où le corps délivré de son tyran s'abandonne aux joies délirantes de la liberté. Les uns, arrivés à l'apogée de l'ivresse, restaient mornes et péniblement occupés à saisir une pensée qui leur attesta leur propre existence. Les autres, plongés dans le marasme produit par une digestion alourdissante, niaient le mouvement. D'intrépides orateurs disaient encore de vagues paroles dont le sens leur échappait à eux-mêmes. Quelques refrains retentissaient comme le bruit d'une mécanique obligée d'accomplir sa vie factice et sans âme. Le silence et le tumulte s'étaient bizarrement accouplés. Néanmoins, en entendant la voix sonore du valet qui, à défaut d'un maître, leur annonçait des joies nouvelles, les convives se levèrent entraînés, soutenus ou portés les uns par les autres. La troupe entière resta pendant un moment immobile et charmée sur le seuil de la porte. Les jouissances excessives du festin pâlirent devant le chatouillant spectacle que l'amphitryon offrait aux plus voluptueux de leurs sens. Sous les étincelantes bougies d'un lustre d'or, autour d'une table chargée de vermeil, un groupe de femmes se présenta soudain aux convives hébétés, dont les yeux s'allumèrent comme autant de diamants. Riches étaient les parures, mais plus riches encore étaient ces beautés éblouissantes devant lesquelles disparaissaient toutes les merveilles de ce palais. Les yeux passionnés de ces filles, prestigieuses comme des fées, avaient encore plus de vivacité que les torrents de lumière qui faisaient resplendir les reflets satinés des tentures, la blancheur des marbres et les saillies délicates des bronzes. Le cœur brûlait à voir les contrastes de leurs coiffures agitées et de leurs attitudes, toutes diverses d'attrait et de caractère. C'était une haie de fleurs mêlées de rubis, de saphirs et de corail, une ceinture de colliers noirs sur des coups de neige, des écharpes légères flottant comme les flammes d'un phare, des turbans orgueilleux, des tuniques modestement provocantes. Ce sérail offrait des séductions pour tous les yeux, des voluptés pour tous les caprices. Posée à ravir, une danseuse semblait être sans voile sous les plis onduleux du cachemire. Là, une gaze diaphane, ici la soie chatoyante cachait ou révélait des perfections mystérieuses. De petits pieds étroits parlaient d'amour, des bouches fraîches et rouges se taisaient. De frêles et décentes jeunes filles, vierges factices dont les jolies chevelures respiraient une religieuse innocence, se présentaient au regard comme des apparitions qu'un souffle pouvait dissiper. Puis des beautés aristocratiques au regard fier, mais indolentes, mais fluettes, maigres, gracieuses, penchaient la tête comme si elles avaient encore de royales protections à faire acheter. Une Anglaise, blanche et chaste figure aérienne, descendue des nuages d'océan, ressemblait à un ange de mélancolie, à un remords fuyant le crime. La Parisienne, dont toute la beauté gît dans une grâce indescriptible, vaine de sa toilette et de son esprit, armée de sa toute-puissante faiblesse, souple et dure, sirène sans cœur et sans passion, mais qui sait artificieusement créer les trésors de la passion et contrefaire les accents du cœur, ne manquait pas à cette périlleuse assemblée où brillaient encore des Italiennes tranquilles en apparence et consciencieuses dans leur félicité, de riches Normandes aux formes magnifiques, des femmes méridionales aux cheveux noirs, aux yeux bien fendus. Vous eussiez dit des beautés de Versailles, convoquées par le bel, ayant dès le matin dressé tous leurs pièges, arrivant comme une troupe d'esclaves orientales, réveillées par la voix du marchand pour partir à l'aurore. Elles restaient interdites,
honteuses, et s'empressaient autour de la table comme des abeilles qui bourdonnent dans l'intérieur d'une ruche. Cet embarras craintif, reproches et coquetterie tout ensemble, était ou quelque séduction calculée ou de la pudeur involontaire. Peut-être un sentiment que la femme ne dépouille jamais complètement leur ordonnait-il de s'envelopper dans le manteau de la vertu pour donner plus de charme et de piquant aux prodigalités du vice. Aussi la conspiration ourdie par le vieux Taillefer sembla-t-elle devoir échouer. Ces hommes sans frein furent subjugués tout d'abord par la puissance majestueuse dont est investie la femme. Un murmure d'admiration résonna comme la plus douce musique. L'amour n'avait pas voyagé de compagnie avec l'ivresse. Au lieu d'un ouragan de passion, les convives surpris dans un moment de faiblesse s'abandonnèrent aux délices d'une voluptueuse extase. À la voix de la poésie qui les domine toujours, les artistes étudièrent avec bonheur les nuances délicates qui distinguaient ces beautés choisies. Réveillé par une pensée, due peut-être à quelque émanation d'acide carbonique dégagé du vin de Champagne, un philosophe frissonna en songeant au malheur qui amenait là ces femmes, dignes peut-être jadis des plus purs hommages. Chacune d'elles avait sans doute un drame sanglant à raconter. Presque toutes apportaient d'infernales tortures et traînaient après elles des hommes sans foi, des promesses trahies, des joies rançonnées par la misère. Les convives s'approchèrent d'elles avec politesse, et des conversations aussi diverses que les caractères s'établirent. Des groupes se formèrent. Vous eussiez dit d'un salon de bonne compagnie où les jeunes filles et les femmes vont offrant aux convives, après le dîner, les secours que le café, les liqueurs et le sucre prêtent aux gourmands embarrassés dans les travaux d'une digestion récalcitrante. Mais bientôt quelques rires éclatèrent, le murmure augmenta, les voix s'élevèrent. L'orgie, domptée pendant un moment, menaça par intervalles de se réveiller. Ces alternatives de silence et de bruit eurent une vague ressemblance avec une symphonie de Beethoven. Assis sur un moelleux divan, les deux amis virent d'abord arriver près d'eux une grande fille bien proportionnée, superbe en son maintien, de physionomie assez irrégulière, mais perçante, mais impétueuse, et qui saisissait l'âme par de vigoureux contrastes. Sa chevelure noire, lascivement bouclée, semblait avoir déjà subi les combats de l'amour et retombait en flocons légers sur ses larges épaules qui offraient des perspectives attrayantes à voir. De longs rouleaux bruns enveloppaient à demi un cou majestueux sur lequel la lumière glissait par intervalles en révélant la finesse des plus jolis contours. La peau, d'un blanc mat, faisait ressortir les tons chauds et animés de ses vives couleurs. L'œil, armé de longs cils, lançait des flammes hardies, étincelles d'amour. La bouche, rouge, humide, entr'ouverte, appelait le baiser. Cette fille avait une taille forte, mais amoureusement élastique. Son sein, ses bras étaient largement développés, comme ceux des belles figures du Carrage. Néanmoins, elle paraissait leste, souple, et sa vigueur supposait l'agilité d'une panthère, comme la mâle élégance de ses formes en promettait les voluptés dévorantes. Quoique cette fille dût savoir rire et folâtrer, ses yeux et son sourire effrayaient la pensée. Semblable à ces prophétesses agitées par un démon, elle étonnait plutôt qu'elle ne plaisait. Toutes les expressions passaient par masses et comme des éclairs sur sa figure mobile. Peut-être eût-elle ravi des gens blasés, mais un jeune homme l'eût redouté. C'était une statue colossale, tombée du haut de quelque temple grec, sublime à distance, mais grossière à voir de près. Néanmoins, sa foudroyante beauté devait réveiller les impuissants, sa voix charmer les sourds, ses regards ranimer de vieux ossements. Aussi Émile la compara-t-il vaguement à une tragédie de Shakespeare, espèce d'arabesque admirable où la joie hurle, où l'amour a je ne sais quoi de sauvage, où la magie de la grâce et le feu du bonheur succèdent au sanglant tumulte de la colère. Monstre qui sait mordre et caresser, rire comme un démon, pleurer comme les anges, improviser dans une seule étreinte toutes les séductions de la femme, excepté les soupirs de la mélancolie et les enchanteresses modesties d'une vierge. Puis, en un moment rugir, se déchirer les flancs, briser sa passion, son amant. Enfin, se détruire elle-même comme fait un peuple insurgé.
Vêtue d'une robe en velours rouge, elle foulait d'un pied insouciant quelques fleurs déjà tombées de la tête de ses compagnes et d'une main dédaigneuse tendait aux deux amis un plateau d'argent. Fière de sa beauté, fière de ses vices peut-être, elle montrait un bras blanc qui se détachait vivement sur le velours. Elle était là comme la reine du plaisir, comme une image de la joie humaine, de cette joie qui dissipe les trésors amassés par 3 générations, qui rit sur des cadavres, se moque des aïeux, dissout des perles et des trônes, transforme les jeunes gens en vieillards et souvent les vieillards en jeunes gens. De cette joie permise seulement aux géants fatigués du pouvoir, éprouvés par la pensée, ou pour lesquels la guerre est devenue comme un jouet. « Comment te nommes-tu » lui dit Raphaël. « Aquilina. »« Oh oh, tu viens de Venise sauver » s'écria Émile. « Oui, » répondit-elle. « De même que les papes se donnent de nouveaux noms en montant au-dessus des hommes, j'en ai pris un autre en m'élevant au-dessus de toutes les femmes. As-tu donc, comme ta patronne, un noble et terrible conspirateur qui t'aime et sache mourir pour toi » dit vivement Émile, réveillé par cette apparence de poésie. « Je l'ai eu, » répondit-elle, « mais la guillotine a été ma rivale. Aussi mettais-je toujours quelques chiffons rouges dans ma parure pour que ma joie n'aille jamais trop loin. » Oh, si vous lui laissez raconter l'histoire des 4 jeunes gens de La Rochelle, elle n'en finira pas. Tais-toi donc, Aquilina. Les femmes n'ont-elles pas toutes un amant à pleurer? Mais toutes n'ont pas, comme toi, le bonheur de l'avoir perdu sur un échafaud. Ah, j'aimerais bien mieux savoir le mien couché dans une fosse à Clamart que dans le lit d'une rivale. Ces phrases furent prononcées d'une voix douce et mélodieuse par la plus innocente, la plus jolie et la plus gentille petite créature qui, sous la baguette d'une fée, fut jamais sortie d'un œuf enchanté. Ce n'était pas la bonne voix. Pardon. Elle était arrivée à pas muet et montrait une figure délicate, une taille grêle, des yeux bleus ravissants de modestie, des tempes fraîches et pures. Une naïade ingénue qui s'échappe de sa source, n'est pas plus timide, plus blanche ni plus naïve que cette jeune fille qui paraissait avoir 16 ans, ignorer le mal, ignorer l'amour, ne pas connaître les orages de la vie et venir d'une église où elle aurait prié les anges d'obtenir avant le temps son rappel dans les cieux. À Paris seulement se rencontrent ces créatures au visage candide qui cachent la dépravation la plus profonde, les vices les plus raffinés, sous un front aussi doux, aussi tendre que la fleur d'une marguerite. Trompés d'abord par les célestes promesses écrites dans les suaves attraits de cette jeune fille, Émile et Raphaël acceptèrent le café qu'elle leur versa dans les tasses présentées par Aquilina et se mirent à la questionner. Elle acheva de transfigurer aux yeux des 2 poètes par une sinistre allégorie je ne sais quelle phase de la vie humaine, en opposant à l'expression rude et passionnée de son imposante compagne le portrait de cette corruption froide, voluptueusement cruelle, assez étourdie pour commettre un crime, assez forte pour en rire, espèce de démon sans cœur qui punit les âmes riches et tendres de ressentir les émotions dont il est privé, qui trouve toujours une grimace d'amour à vendre, des larmes pour le convoi de sa victime et de la joie le soir pour en lire le testament. Un poète eût admiré la belle Aquilina. Le monde entier devait fuir la touchante Euphrasie. L'une était l'âme du vice, l'autre le vice sans âme. « Je voudrais bien savoir, dit Émile à cette jolie créature, si parfois tu songes à l'avenir. »« L'avenir, répondit-elle en riant. Qu'appelez-vous l'avenir? Pourquoi penserais-je à ce qui n'existe pas encore? Je ne regarde jamais ni en arrière ni en avant de moi. N'ai-je pas déjà trop que de m'occuper d'une journée à la fois? D'ailleurs, l'avenir, nous le connaissons, c'est l'hôpital. »« Comment peux-tu voir d'ici l'hôpital et ne pas éviter d'y aller ?» s'écria Raphaël. « Qu'a donc l'hôpital de si effrayant ?» demanda la terrible Aquilina. « Quand nous ne sommes ni mère ni épouse, quand la vieillesse nous met des bas noirs aux jambes et des rides au front, flétrit tout ce qu'il y a de femme en nous et sèche la joie dans les regards de nos amis, de quoi pourrions-nous avoir besoin? Vous ne voyez plus alors en nous de notre parure que sa fange primitive qui marche sur 2 pattes, froide, sèche, décomposée, et va produisant un bruissement de feuilles mortes. Les plus jolis chiffons nous deviennent des haillons, l'ambre qui réjouissait le boudoir prend une odeur de mort et sent le squelette. Puis, s'il se trouve un cœur dans cette boue, vous y insultez tous, vous ne nous permettez même pas un souvenir.
Ainsi, que nous soyons à cette époque de la vie dans un riche hôtel à soigner des chiens ou dans un hôpital à trier des guenilles, notre existence n'est-elle pas exactement la même? Cacher nos cheveux blancs sous un mouchoir à carreaux rouges et bleus ou sous des dentelles, balayer les rues avec du bouleau ou les marches des Tuileries avec du satin, être assise à des foyers dorés ou nous chauffer à descendre dans un pot de terre rouge, assister au spectacle de la grève ou aller à l'opéra. Y a-t-il donc là tant de différences? Aquilina mia, jamais tu n'as eu tant de raisons au milieu de tes désespoirs, reprit Euphrasie. Oui, les cachemires, les vélins, les parfums, l'or, la soie, le luxe, tout ce qui brille, tout ce qui plaît ne va bien qu'à la jeunesse. Le temps seul pourrait avoir raison contre nos folies. Mais le bonheur nous absout. Vous riez de ce que je dis? S'écria-t-elle en lançant un sourire venimeux aux deux amis. N'ai-je pas raison? J'aime mieux mourir de plaisir que de maladie. Je n'ai ni la manie de la perpétuité, ni grand respect pour l'espèce humaine à voir ce que Dieu en fait. Donnez-moi des millions, je les mangerai. Je ne voudrais pas garder un centime pour l'année prochaine. Vivre pour plaire et régner, tel est l'arrêt que prononce chaque battement de mon cœur. La société m'approuve. Ne fournit-elle pas sans cesse à mes dissipations? Pourquoi le bon Dieu me fait-il tous les matins la rente de ce que je dépense tous les soirs? Pourquoi nous bâtissez-vous des hôpitaux? Comme il ne nous a pas mis entre le bien et le mal pour choisir ce qui nous blesse ou nous ennuie, je serais bien sotte de ne pas m'amuser. Et les autres, dit Émile. Les autres, eh bien, qu'ils s'arrangent. J'aime mieux rire de leurs souffrances que d'avoir à pleurer sur les miennes. Je défie un homme de me causer la moindre peine. Qu'as-tu donc souffert pour penser ainsi? Demanda Raphaël. J'ai été quittée pour un héritage, moi, dit-elle en prenant une pause qui fit ressortir toutes ses séductions. Et cependant, j'avais passé les nuits et les jours à travailler pour nourrir mon amant. Je ne veux plus être la dupe d'aucun sourire, d'aucune promesse, et je prétends faire de mon existence une longue partie de plaisir. Mais, s'écria Raphaël, le bonheur ne vient-il donc pas de l'âme? Eh bien, reprit Aquilina, n'est-ce rien que de se voir admirée, flattée, de triompher de toutes les femmes, même les plus vertueuses, en les écrasant par notre beauté, par notre richesse? D'ailleurs, nous vivons plus en un jour qu'une bonne bourgeoise en 10 ans. Et alors, tout est jugé. Une femme sans vertu n'est-elle pas odieuse? Dit Émile à Raphaël. Euphrasie leur lança un regard de vipère et répondit avec un inimitable accent d'ironie. La vertu, nous la laissons aux laides et aux bossus. Que serait-elle sans cela, les pauvres femmes? Allons, tais-toi, s'écria Émile, ne parle point de ce que tu ne connais pas. Ah, je ne la connais pas, reprit Euphrasie. Se donner pendant toute la vie à un être détesté, savoir élever des enfants qui vous abandonnent et leur dire merci quand ils vous frappent au cœur. Voilà les vertus que vous ordonnez à la femme. Et encore, pour la récompenser de son abnégation, venez-vous lui imposer des souffrances en cherchant à la séduire. Si elle résiste, vous la compromettez. Jolie vie! Autant rester libre, aimer ceux qui nous plaisent et mourir jeune. Ne crains-tu pas de payer tout cela un jour? Eh bien, répondit-elle, au lieu d'entremêler mes plaisirs de chagrin, ma vie sera coupée en 2 parts, une jeunesse certainement joyeuse et je ne sais quelle vieillesse incertaine pendant laquelle je souffrirai tout à mon aise. Elle n'a pas aimé, dit Aquilina d'un son de voix profond. Elle n'a jamais fait 100 lieues pour aller dévorer avec 1000 délices un regard et un refus. Elle n'a point attaché sa vie à un cheveu, ni essayé de poignarder plusieurs hommes pour sauver son souvenir, son souverain, son seigneur, son Dieu. Pour elle, l'amour était un joli colonel. Hé hé, La Rochelle, répondit Euphrasie. L'amour est comme le vent, nous ne savons d'où il vient. D'ailleurs, si tu avais été bien aimé par une bête, tu prendrais les gens d'esprit en horreur. Le code nous défend d'aimer les bêtes, répliqua la grande Aquilina d'un accent ironique. Je te croyais plus indulgente pour les militaires, s'écria Euphrasie en riant. Sont-elles heureuses de pouvoir abdiquer ainsi leur raison? S'écria Raphaël. Heureuse, dit Aquilina, souriant de pitié, de terreur en jetant aux 2 amis un horrible regard. Ah, vous ignorez ce que c'est que d'être condamné au plaisir avec un mort dans le cœur. Contempler en ce moment les salons, c'était avoir une vue anticipée du pandémonium de Milton. Les flammes bleues du
éponge colorait d'une teinte infernale les visages de ceux qui pouvaient boire encore. Des danses folles, animées par une sauvage énergie, excitaient des rires et des cris qui éclataient comme les détonations d'un feu d'artifice. Jonchés de morts et de mourants, le boudoir et un petit salon offraient l'image d'un champ de bataille. L'atmosphère était chaude de vin, de plaisir et de paroles. L'ivresse, l'amour, le délire, l'oubli du monde étaient dans les cœurs, sur les visages, écrits sur les tapis, exprimés par le désordre et jetaient sur tous les regards de légers voiles qui faisaient voir dans l'air des vapeurs enivrantes. Il s'était ému, comme dans les bandes lumineuses tracées par un rayon de soleil, une poussière brillante à travers laquelle se jouaient les formes les plus capricieuses, les luttes les plus grotesques. Ça et là, des groupes de figures enlacées se confondaient avec les marbres blancs, nobles chefs-d'œuvre de la sculpture qui ornaient les appartements. Quoique les deux amis conversassent encore une sorte de lucidité trompeuse dans les idées et dans leurs organes, un dernier frémissement, simulacre imparfait de la vie, il leur était impossible de reconnaître ce qu'il y avait de réel dans les fantaisies bizarres, de possible dans les tableaux surnaturels qui passaient incessamment devant leurs yeux lassés. Le ciel étouffant de nos rêves, l'ardente suavité que contractent les figures dans nos visions, surtout je ne sais quelle agilité chargée de chaînes, enfin, les phénomènes les plus inaccoutumés du sommeil les assaillaient si vivement qu'ils prirent les jeux de cette débauche pour les caprices d'un cauchemar où le mouvement est sans bruit, où les cris sont perdus pour l'oreille. En ce moment, le valet de chambre de confiance réussit, non sans peine, à attirer son maître dans l'antichambre et lui dit à l'oreille « Monsieur, tous les voisins sont aux fenêtres et se plaignent du tapage. »« S'ils ont peur du bruit, ne peuvent-ils pas faire mettre de la paille devant leur porte ?» s'écria Taillefer. Raphaël laissa tout à coup échapper un éclat de rire si burlesquement intempestif que son ami lui demanda compte de cette joie brutale. « Tu me comprendrais difficilement, répondit-il. D'abord, il faudrait avouer que vous m'avez arrêté sur le quai Voltaire au moment où j'allais me jeter dans la Seine, et tu voudrais sans doute connaître les motifs de ma mort. Mais quand j'ajouterais que, par un hasard presque fabuleux, les ruines les plus poétiques du monde matériel venaient alors de se résumer à mes yeux par une traduction symbolique de la sagesse humaine, tandis qu'en ce moment les débris de tous les trésors intellectuels que nous avons saccagés à table aboutissent à ces deux femmes, images vives et originales de la folie, et que notre profonde insouciance des hommes et des choses a servi de transition au tableau fortement coloré de deux systèmes d'existence si diamétralement opposés. En seras-tu plus instruit ? Si tu n'étais pas ivre, tu y verrais peut-être un traité de philosophie. Si tu n'avais pas les deux pieds sur cette ravissante Aquilina dont les ronflements ont je ne sais quelle analogie avec le rugissement d'un orage près d'éclater, reprit Émile qui lui-même s'amusait à rouler et à dérouler les cheveux de Phrasy sans trop avoir la conscience de cette innocente occupation, tu rougirais de ton ivresse et de ton bavardage. Tes deux systèmes peuvent entrer dans une seule phrase et se réduisent à une pensée. La vie simple et mécanique conduit à quelque sagesse insensée en étouffant notre intelligence par le travail, tandis que la vie passée dans le vide des abstractions ou dans les abîmes du monde moral mène à quelque folle sagesse. En un mot, tuer les sentiments pour vivre vieux ou mourir jeune en acceptant le martyre des passions. Voilà notre arrêt. Encore, cette sentence lutte-t-elle avec les tempéraments que nous a donnés le rude goguenard à qui nous devons le patron de toutes les créatures. « Imbécile !» s'écria Raphaël en l'interrompant. « Continue à t'abréger toi-même ainsi, tu feras des volumes. Si j'avais eu la prétention de formuler proprement ces deux idées, je t'aurais dit que l'homme se corrompt par l'exercice de la raison et se purifie par l'ignorance. C'est faire le procès aux sociétés. Mais que nous vivions avec les sages ou que nous périssions avec les fous, le résultat n'est-il pas tôt ou tard le même ? Aussi le grand abstracteur de quintessence a-t-il jadis exprimé ces deux systèmes en deux mots, Karimari, Karimara.
Tu me fais douter de la puissance de Dieu, car tu es plus bête qu'il n'est puissant, répliqua Émile. Notre cher Rabelais a résolu cette philosophie par un mot plus bref que Karimari Karimara. C'est peut-être d'où Montaigne a pris son « que sais-je ». Encore ces derniers mots de la science morale ne sont-ils guère que l'exclamation de Pyrrhon restant entre le bien et le mal, comme l'âne de Buridan entre deux mesures d'avoine. Mais laissons là cette éternelle discussion qui aboutit aujourd'hui à oui et non. Quelle expérience voulais-tu donc faire en te jetant dans la Seine? Étais-tu jaloux de la machine hydraulique du pont Notre-Dame? Ah, si tu connaissais ma vie! Ah, s'écria Émile, je ne te croyais pas si vulgaire. La phrase est usée. Ne sais-tu pas que nous avons tous la prétention de souffrir beaucoup plus que les autres? Ah, s'écria Raphaël. Mais tu es bouffon avec ton ah, voyons. Une maladie d'âme ou de corps t'oblige-t-elle de ramener tous les matins, par une contraction de tes muscles, les chevaux qui le soir doivent t'écarteler, comme jadis le fit Damien? As-tu mangé ton chien tout cru sans sel dans ta mansarde? Tes enfants t'ont-ils jamais dit « j'ai faim » As-tu vendu les cheveux de ta maîtresse pour aller au jeu? Es-tu jamais allé payer à un faux domicile une fausse lettre de change tirée sur un faux oncle avec la crainte d'arriver trop tard? Voyons, j'écoute. Si tu te jetais à l'eau pour une femme, pour un protêt ou par ennui, je te renie. Confesse-toi, ne mens pas. Je ne te demande point de mémoire historique. Surtout, sois aussi bref que ton ivresse te le permettra. Je suis exigeant comme un lecteur et prêt de dormir comme une femme qui lit ses vêpres. Pauvre sot, dit Raphaël, depuis quand les douleurs ne sont-elles plus en raison de la sensibilité? Lorsque nous arriverons au degré de science qui nous permettra de faire une histoire naturelle des cœurs, de les nommer, de les classer en genre, en sous-genre, en famille, en crustacés, en fossiles, en sauriens, en microscopiques, en que sais-je, alors, mon bon ami, ce sera chose prouvée qu'il en existe tant de délicats, comme des fleurs, et qui doivent se briser comme elles par de légers froissements auxquels certains cœurs minéraux ne sont même pas sensibles. « Oh, de grâce, épargne-moi ta préface, » dit Émile d'un air moitié riant, moitié piteux, en prenant la main de Raphaël. Et c'est la fin de la première partie, le talisman. Voilà, donc j'arrête ici ma lecture qui était très courte comparée à la première et je vous dis à très bientôt pour la première partie de La femme sans cœur. Voilà. Il y aura beaucoup à dire aussi sur cette lecture. En fait, pour l'instant, je n'avais envisagé que de faire des lectures et plus j'avance et plus il m'est difficile de ne pas revenir sur les œuvres. Donc je ferai sans doute un point je pense que pour ce qui est de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, je l'ai fait par écrit, ainsi que pour Sido et les vrilles de la vigne. Mais pour Manon Lescaut, pour les Balzac, pour les caractères, qu'est-ce qu'on a encore à lire, pour Gargantua. À chaque fois j'ai envie de dire Pantagruel, je suis pas encore au bon livre. Et après ce sera les pièces de théâtre. Voilà, je ferai un petit point, sans doute, mais peut-être après toutes les lectures, je ne sais pas, parce qu'alors je pourrais faire des... enfin les faire se croiser, ce sera peut-être plus intéressant. Voilà. Et ce sera très subjectif, selon les... ce ne sera pas une étude pour le bac, mais vous pourrez trouver des idées. Ce sera très rapide aussi, je pense. 10 minutes par texte, pas plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Merci.